à tous et puis merci d'être là pour ce 4e salon des éditions nouvelles du Champ Lacanien, maison d'édition de l'école de psychanalyse des forums du Champ Lacanien. Le précédent salon avait pour thème écrire et nous poursuivons aujourd'hui avec lire comme une suite logique qui oriente le travail d'une maison d'édition dans son lien avec les auteurs et le public. L'étymologie latine d'écrire nous apprend que scribere, écrire, composer, rédiger, est devenu escrire sous l'influence de lire et de dire. Nous aurons sans doute l'occasion au cours de cette journée de débattre autour de cette articulation de ces trois termes, écrire, lire et dire. Du latin legere, lire renvoie à ramasser, cueillir des yeux. Lire sollicite donc le regard. Dans des temps très anciens, avant même la découverte de l'écriture, l'homme observait, lisait dans la nature, le ciel et la terre, des signes qu'il tentait de comprendre et de déchiffrer. Son regard le portait vers une sorte d'interprétation de la marche du monde, d'où l'idée que l'homme a su lire avant d'écrire. Dans le champ de la psychanalyse, de sa clinique plus précisément, on ne peut pas dire que la lecture précède l'écriture, mais plutôt qu'elles se font conjointement. Freud voit une analogie entre le déchiffrement de l'inconscient, comme l'interprétation des rêves, et celui des hiéroglyphes. C'est dans l'actualité de la cure que l'analysant tente de lire, au sens de déchiffrer, le texte de son inconscient à travers des formations telles que les rêves, les lapsus. Le texte de l'inconscient n'est pas déjà là. Il se manifeste dans l'ici et maintenant de la cure, de ses dits, avec ses résistances et ses butées. Lacan le définit par le terme de par-l'être. Concernant la littérature psychanalytique et ce qui s'y rattache, c'est différent. Freud et Lacan étaient de grands lecteurs. Leurs enseignements et leurs écrits témoignent de leur intérêt dans des domaines très divers tels que la littérature, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, les mathématiques, la linguistique, les arts, la liste n'est pas exhaustive, dont la visée était de penser la psychanalyse au plus près de la clinique et d'en transmettre les élaborations théoriques. On a reproché à Lacan son style illisible, bien que telle n'était pas son intention. À sa grande surprise, ses écrits, parus sous ce titre éponyme, ont rapidement rencontré un vif succès en librairie, plus que les parutions de Freud à son époque. Lacan a pu constater que les difficultés à le lire ont suscité le désir de le comprendre. Il a tenu à souligner qu'il n'a pas rédigé ses écrits pour qu'on les comprenne, mais pour qu'on les lise. C'est-à-dire qu'on tente de les comprendre en les travaillant. Ce que lui-même a fait à partir des textes de Freud, dont il a montré la complexité. Le sens de son retour à Freud était de démontrer ce qu'il y avait de tranchant et de novateur dans la découverte de l'inconscient spécifique à la psychanalyse. La lecture de ses écrits et de ceux de Freud nous met, nous, psychanalystes, indéniablement au travail. Lecture et relecture, donc. Dans son ouvrage « Relire », Laure Murat souligne que deux écrivains sont particulièrement relus, Marcel Proust et Gustave Flaubert, et notamment par nombre d'écrivains qui y trouvent une source d'inspiration.
L'écriture ici nécessite-t-elle une lecture ou une relecture préalable? Est-elle une incitation à écrire? Enfin, est-elle... Oui. La lecture est-elle une incitation à écrire? La relecture, pardon. Pour certains auteurs, c'est une mise en jambe, une mise dans un certain état de langue, pour donner le là, une boussole, un déclencheur, la recherche d'une vérité. Mais aussi, on relit parce qu'on ne lit jamais. Je relis en cherchant l'étrangeté dans la langue, dit un auteur. Relire pour retrouver une mémoire dont on n'a pas conscience. Lire intégralement Proust après l'avoir relu par fragments. Stendhal, lisant Pascal, a le sentiment de se relire. Je le cite. « Je crois que c'est de tous les écrivains celui à qui je ressemble le plus par l'âme. Qu'est-ce que cette recherche d'une vérité, d'une parenté à travers une autre voie, du familier dans l'étranger, comme une sorte d'inquiétante étrangeté, d'unheimlich, comme l'écrivait Freud. Peut-être pourrons-nous y répondre lors de cette journée. Flaubert a construit un verbe pour exprimer la passion qui l'anime lors de certaines lectures. Je ne délis pas, c'est-à-dire je ne cesse pas de lire Rabelais et Don Quichotte. Quels écrasants livres! L'œuvre de Cervantes trouve des échos dans certains traits du personnage féminin de son roman Madame Bovary. Il déclare avoir retrouvé toutes ses origines dans ce Don Quichotte qu'il connaissait par cœur avant même de savoir lire. Quant à Proust, il note que c'est dans le contact avec les autres esprits qu'est la lecture, que se fait l'éducation des façons d'esprit. La préférence des grands écrivains allant aux livres des anciens, les classiques, que l'on ne peut ignorer. Et pourquoi? Selon Proust, pour l'audace de la syntaxe d'une langue passée qui éblouit le lecteur Proust. Et plus que les formes de cette syntaxe, il y a les silences qui la ponctuent. Proust peut les entendre. Ne partage-t-il pas là, avec Flaubert et d'autres écrivains, l'idée que l'écriture est une matière sonore? Pour la romancière Anne Serre, devant leur bibliothèque, les écrivains se tiennent à l'écoute des sons des livres. Flaubert semble l'attester avec son gueuloir, sorte de mise à l'épreuve de son écriture par sa lecture à haute voix. Écrire, lire et dire ne sont-ils pas ici intrinsèquement liés? Proust, lui, est à l'écoute de ce qu'il nomme son livre intérieur, dont la lecture consiste en un acte de création où nul ne peut nous suppléer, dit-il, ni même collaborer avec nous. L'écrivain seul face à son acte, en quelque sorte. C'est à cette condition, selon lui, qu'il peut y puiser toute son originalité et sa singularité. Ce thème lire nous entraîne sur des chemins où il y a beaucoup à dire. Et le Salon des éditions nouvelles de Chalacanien nous en offre aujourd'hui l'opportunité dans ces rencontres qu'il nous propose, notamment avec des personnalités d'autres champs que celui de la psychanalyse, témoignant ainsi de l'ancrage de celle-ci dans son époque. Nous écouterons aujourd'hui avec plaisir Laure Adler converser avec Natacha Velu autour de la lecture et de la relecture, plus particulièrement chez les femmes. Catherine Cusset s'entretenir avec Marie-Josée Latour à propos de sa lecture de l'œuvre du peintre David Hockney, ainsi que celle de Marcel Proust, qu'elle articulera avec son ouvrage « L'autre qu'on adorait ». Et Émile Mallet traiter avec Marc Strauss
de sa lecture de notre époque. Et qu'est-ce que lire dans le champ de la psychanalyse ? Comme je l'ai évoqué précédemment, il est au cœur de la pratique analytique. Cathy Barnier et Colette Soler, psychanalystes et membres de notre école, nous livreront leurs réflexions sur la question. Nicolas Bendrienne et Frédéric Pellion leur donneront la réplique. Nous tenons à tous les remercier chaleureusement d'avoir accepté d'apporter leur voix à ce salon que nous souhaitons riche en débats. Et sans plus tarder, je passe la parole à Cathy Barnier qui intervient sous le titre « La lecture, c'est toute une histoire ». Merci. Il était une fois. N'est-ce pas par cette formule presque incantatoire que se fit pour la plupart d'entre nous notre premier contact avec la lecture? Allongé, bien au chaud sous une couverture, dans notre petit lit, une voix douce nous invitait chaque soir à l'accompagner dans la lecture d'un récit, prononçant chaque mot avec soin et révélant la variété de ses émotions par la modulation de ses intonations. Jusqu'au moment où, très certainement, nous avons exigé que ce soit chaque fois la même histoire qui nous soit racontée, encore et encore, et de la même façon, comme si la nécessité de revenir sur une trace ou de retrouver quelque chose s'imposait à ce moment. Mais retrouver quoi exactement ? Vous savez tout le cas que Lacan fait de ce moment. Il l'évoque dans le séminaire 11, leçon 5, à propos de la répétition. Je le cite. « Voyez là, la répétition, chez l'enfant, dans son premier mouvement, au moment où il se forme comme être humain, se manifester comme exigence que le conte soit toujours le même, que sa réalisation racontée soit ritualisée, c'est-à-dire textuellement la même. Cette exigence d'une consistance distincte des détails de son récit signifie que la réalisation du signifiant ne pourra jamais être assez soigneuse dans sa mémorisation pour atteindre à désigner la primauté de la signifiance comme telle. C'est donc s'en évader en apparence que de la développer en variant les significations. Je suppose que ce n'est pas sans sous-entendu que Lacan choisit dans ce passage le terme de conte plutôt que celui d'histoire. L'homophonie en français entre conter et conter ne vous aura pas échappé. Car c'est bien au moment où, dans sa séparation avec l'autre, il se constitue comme moins un, que le petit sujet commence aussi à s'interroger sur le désir de l'autre et à poser le socle de son roman familial. À noter aussi que c'est avec le soutien de la voix de l'autre que se réalise ce moment. La voix, à la fois instrument où se manifeste le désir et support du signifiant, tient au corps par la phonation, laquelle, dans sa dimension articulatoire, se manifeste comme souffle, émission d'air ponctuée, scansion, à l'appui de la lettre. Et Lacan de s'interroger dans le séminaire Le Symptôme, à partir de quand la signifiance en tant qu'elle est écrite se distingue des simples effets de la phonation. En m'intéressant à l'histoire de la lecture pour introduire cette journée, je me suis donc interrogée sur les fonctions respectives de la signifiance, de la voix et de la phonation qui y étaient impliquées. Il se trouve que dès ses premières manifestations dans l'Antiquité, c'est à voix haute que se pratiqua la lecture, et ce jusqu'au Moyen-Âge. Les premiers récits, chants, poèmes, mythes ou drames, dont certains nous sont parvenus depuis cette époque, n'étaient pas écrits dans un premier temps. La lecture aurait donc précédé l'écriture, et d'ailleurs, l'homme très tôt n'essaya-t-il pas de lire des traces, des signes ou dans les étoiles? La plupart de ces chants ou épopées, composés en vers, sans doute pour faciliter leur mémorisation, étaient transmis oralement, sachant que les premiers signes écrits sur des tablettes d'argile furent des chiffres pour l'essentiel. Puis, l'écriture se développa. Il y a 3000 ans, après les hiéroglyphes en Égypte ou les caractères cunéiformes en Mésopotamie, pour ce qui concerne l'Occident, se développa une écriture alphabétique
associant un signe à un son. Mythes, chants et poèmes furent transcrits pour assurer leur conservation. Puis, vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, l'écriture en prose se développa et avec elle, l'expression de sentiments et de réflexions plus individuelles. Ceux qu'on commença à qualifier d'auteurs se remirent donc à écrire de nouveaux textes ou à les dicter. Il fallut alors trouver d'autres supports, plus maniables que les tablettes d'argile utilisées primitivement dans la civilisation de Sumer. On fabriqua à partir du papyrus, récolté en Égypte sur les rives du Nil, des sortes de feuillets qui très vite furent rassemblés pour constituer des rouleaux assez longs pour pouvoir recueillir l'ensemble d'un texte. Pour lire ce qui y était inscrit, il fallait donc les dérouler, un peu à la manière dont aujourd'hui nous scrollons nos écrans pour faire défiler un texte. La fabrication des rouleaux de papyrus devint une véritable industrie dont l'Égypte avait le monopole. Des bateaux quittaient ces rives chaque jour, chargés de ce précieux matériau pour le livrer dans tous les ports de la Méditerranée et au-delà. Comme ce matériel était rare et cher, il fallait donc en utiliser tout l'espace disponible, raison pour laquelle il n'y avait aucun espace ni aucune ponctuation entre les mots. Les lettres, toutes du même format, sans distinction entre majuscules et minuscules, n'étaient pas reliées entre elles pour constituer des unités phonétiques, et les phrases s'enchaînaient sans aucune interruption. Pour cette raison, la lecture à voix haute était indispensable, afin d'extraire le texte de cette opaque forêt de signes, en lui donnant voix et sens, par la restitution du souffle et de l'espace entre les mots. Entre les mots, là où, entre présence et absence, sens et non-sens, ignorance et savoir, se loge cette voix qui nous fait entrer précisément, ou non, dans un texte. La lecture à voix haute avait cependant certains inconvénients, comme celui de laisser le texte à la merci de l'interprétation du lecteur, ce qui pouvait produire des erreurs. Mais n'est-ce pas toujours un peu le cas? En témoigne à titre d'exemple, au IVe siècle, le reproche du grammairien Servius à un de ses collègues pour une faute de lecture dans l'Énéide de Virgile. Il avait lu « collectam exilio pubem », soit un peuple rassemblé venant de, en l'occurrence c'était Troie, au lieu de « collectam exilio pubem », un peuple rassemblé pour l'exil. Est-ce une des raisons pour lesquelles Socrate se méfiait de la chose écrite? Ce n'est qu'un siècle plus tard, à l'époque d'Aristote, précepteur du futur Alexandre le Grand, que l'usage de la chose écrite et de la lecture se développa vraiment. Aristote, qui également encourageait ses élèves à collectionner le plus grand nombre de livres possible pour sauvegarder leur savoir. Alors que Socrate, justement, il voulait qu'il le sauvegarde dans la mémoire. L'évolution vers une simplification de la lecture, en intégrant au texte une séparation entre les mots et en y introduisant la ponctuation, ne se fit que très progressivement. La ponctuation, dont on attribue l'initiative à Aristophane de Byzance, vers le début du IIIe siècle, était au début assez erratique. Un peu plus tard, des moines se mirent, pour guider le lecteur, à diviser le texte écrit en lignes avec une signification complète. Ceci afin de l'inciter à monter ou à baisser la voix pour indiquer l'ordre des pensées. Mais avant qu'un système de ponctuation se soit répandu et fût admis partout, permettant à la lecture silencieuse de s'imposer peu à peu, l'usage se maintint de lire à voix haute, ou au moins, lorsqu'on lisait seul un texte, de le murmurer. Imaginez le bruit de fond qui emplissait la fameuse bibliothèque d'Alexandrie ou celle moins prestigieuse qui existait à l'époque, et plus tard les scriptoria, ces salles de copistes au Moyen-Âge. Rien à voir avec ce silence exigé aujourd'hui pour permettre la concentration des lecteurs. Bien que la lecture silencieuse finit par prendre le pas sur la lecture à voix haute, celle-ci cependant ne disparut pas totalement. Elle se maintint, notamment dans la plupart des célébrations et enseignements religieux et dans certaines manifestations politiques. Au XVIIIe siècle,
les précieux invitaient leurs visiteurs à la pratiquer dans leur ruelle, cet espace qui bordait le lit sur lequel elles étaient installées pour les recevoir. Et jusque dans la moitié du XIXe siècle, elles se pratiquaient à Cuba dans les ateliers de fabrication des cigares pour soutenir l'alphabétisation des ouvriers, nous apprend Alberto Mengel dans sa passionnante Histoire de la lecture, dont, vous vous imaginez bien, je me suis beaucoup inspirée pour écrire ce texte. Il m'a appris beaucoup de choses. C'est elle aussi qui est utilisée dans l'apprentissage de la lecture, excepté dans les années 50-60, où on essaya de le faire en silence, tentative qui se solda par un échec. Et nous la retrouvons de nouveau aujourd'hui, avec l'extension de la pratique des livres audio. Il est même possible, sur certaines de nos applications, d'écouter un article plutôt que de le lire. La lecture à voix haute et la lecture silencieuse ne sollicitent et n'impliquent pas le lecteur-auditeur de la même façon. Ainsi, la lecture à voix haute, qui peut être partagée et collective, tendrait-elle plus, dans certains contextes, à imposer une sorte de lecture établie, quand la lecture silencieuse engagerait le lecteur dans un échange plus serré avec le texte, laissant mieux résonner cette petite voix extime de la langue écrite. Les premiers à lire en silence furent l'objet de curiosité et d'intérêt, mais le plus souvent de méfiance. Dans ses Confessions, saint Augustin raconte l'impression vive et étrange que lui procura la vision de l'évêque Ambroise du Milan, qu'il était venu visiter, en train de lire en silence. Il le découvrait absorbé dans un acte solitaire par lequel, même s'il était présent physiquement, il semblait s'échapper complètement. Pour autant, comme je viens de l'évoquer, est-on vraiment seul lorsqu'on lit? Cette voix qui nous accompagne dans la lecture silencieuse, est-ce la nôtre, celle de l'auteur, les deux, ou une autre encore? Bientôt protégé par une couverture, tant pour sa conservation que pour dérober l'objet de son contenu au regard de l'autre, le livre devint une possession intime du lecteur, grâce auquel il pouvait acquérir une connaissance à l'insu de l'autre. Ceci ne manqua pas de susciter des soupçons et protestations de certains récalcitrants, des pères de l'Église par exemple, pour ne citer que, qui virent avec la lecture silencieuse apparaître la menace d'une diffusion possible de thèses hérétiques. Plus largement, c'est sans doute avec le développement de sa pratique silencieuse que la lecture devint l'objet d'accusations diverses, jusqu'à celle de rendre fou ou d'exciter exagérément les passions de chacun. Certains grands romans, avec le développement de la littérature, s'en emparèrent. Irène les a évoqués tout à l'heure, qu'on songe à Don Quichotte ou bien après à Madame Bovary. Don Quichotte serait devenu fou pour avoir abusé de la lecture de romans de chevalerie. Et au début du roman, le curé et le barbier du village, à la façon d'inquisiteurs, voulant s'attaquer à la source du mal, décide de détruire sa bibliothèque en brûlant la plupart des livres dans un vaste auto-da-fé. Quant à Madame Bovary, sa passion de la lecture l'éloignait du monde au point qu'elle n'accordait plus d'intérêt qu'aux êtres de fiction, rejetant ainsi la réalité qu'on lui imposait. Et puis il y eut aussi cette vague de suicides chez les adolescents, qui aurait été provoquée, selon les chroniqueurs de l'époque, par la lecture des souffrances du jeune Werther de Goethe. Plus prosaïquement, chaque lecteur n'attend-il pas plus ou moins de sa lecture une sorte de révélation? Non pas la révélation, comme ce fut le cas pour saint Augustin qui témoigne, toujours dans ses Confessions, que juste avant qu'il ne commence à lire les épîtres de saint Paul, il entendit une voix enfantine, encore la voix, dont on perçoit ici sa dimension de commandement, lui intimer « tolle legi » « prends et lis », et que ce fut après cette lecture qu'il se convertit. Ou d'une autre façon, celle de certaines mystiques, comme Thérèse d'Avila, pour qui la lecture servait de support à la méditation et de là de tremplin pour atteindre l'extase. Au passage, j'ai appris qu'elle était dans sa jeunesse, comme Don Quichotte, une grande dévoratrice de romans de chevalerie. Au XVIe siècle, s'inspirant de l'ouvrage de Sébastien Brandt, La Nef des Fous, publié peu de temps auparavant,
et qui rencontra immédiatement un vif succès, un nommé Geller, penseur humaniste, entreprit de prononcer une série de sermons dont le premier s'attachait à dénoncer la folie livresque qu'il épinglait selon 7 types de manifestations. La première concernait le fou qui collectionne les livres pour la gloire. La seconde, celui qui espère acquérir la sagesse en lisant le plus grand nombre de livres possible. Geller le compare à un homme dérangé par des excès de taille. La troisième, celui qui collectionne les livres sans vraiment les lire. La quatrième, celui qui se ruine par son amour immodéré des livres aux enluminures somptueuses. La cinquième, celui qui recouvre ses livres d'étoffes précieuses. La sixième, celui qui compose et publie des livres mal écrits, sans avoir lu les classiques et sans aucune connaissance de l'orthographe et de la grammaire. Et la septième, celui qui méprise totalement les livres et se moque de la sagesse qu'on peut y trouver. À noter que l'ouvrage de Sébastien Brandt, La Nef des fous, et les sermons qu'il inspira à Geller, parut à une période marquée d'incertitude, où se produit nombre de bouleversements en Europe. Que ce soit ceux provoqués par les schismes religieux, par les conflits entre dynasties ou les bouleversements suscités par la poursuite des grandes découvertes et expositions et explorations géographiques. Cette époque ne nous rappelle-t-elle pas la nôtre, et n'y aurait-il pas une forme de similitude dans la façon d'y répondre par une frénésie de production et d'accumulation des livres, ce trop de textes menaçant d'écraser le désir de lecture et produisant ce que Paul Valéry nommait l'illisible et que de son côté Lacan désigna par la poubellication. En cette période de rentrée littéraire, pas moins de 484 romans sont parus cette année encore. Mais revenons au premier grief dénoncé par Geller, celui de collectionner les livres pour la gloire, ce que Sénèque dénonçait déjà en son temps. Un des premiers à imaginer pouvoir réunir l'ensemble de tous les livres qui existaient à l'époque pour consolider sa grandeur et inscrire son nom dans l'histoire fut Alexandre le Grand. On dit qu'il avait une passion pour l'Iliade, que son maître Aristote lui avait fait découvrir. D'après des historiens, il ne se séparait pas de son exemplaire et s'en servait comme viatique pour le soutenir dans l'expansion de sa conquête, jusque dans des territoires inconnus, et nourrir sa soif d'absolu. On raconte qu'il fit un jour le rêve de construire une ville. On dit même que c'est Homère qui lui serait apparu dans le rêve. Il lui aurait dit de construire une ville munie d'une bibliothèque qui rassemblerait tous les livres sur une immense bande de sable sertie par la mer. On pense au littoral, évoqué par Lacan. Ce lieu existait, c'était l'île de Pharos, sur laquelle fut construit également le phare qui compta parmi les 7 merveilles du monde. Mort trop jeune pour exécuter son projet, ce fut Ptolémée Ier qui commença à le réaliser. Pour cela, il envoya à travers tout le monde connu des émissaires pour ramener à Alexandrie tous les livres qu'il trouverait. On dit de la bibliothèque d'Alexandrie, première de ce genre, extrêmement riche en ouvrages de tout type, il y avait même des ouvrages de cuisine, et ne négligeant aucun sujet, qu'elle faillit posséder tous les livres alors existants. N'y aurait-il pas derrière ce projet pharaonique d'engranger la totalité du savoir humain de l'époque, le fantasme du livre, voire du signifiant absolu, celui qui subsumerait toute la chaîne signifiante en livrant le sens du sens? Lacan évoque bien ça, évoque quelque chose comme ça dans la logique du fantasme, à propos de l'impossibilité de faire le catalogue de tous les catalogues. Si je fais le catalogue de tous les livres qui contiennent une bibliographie, je fais le catalogue de tous les livres qui contiennent... Naturellement, ce n'est pas des bibliographies que je fais le catalogue. Néanmoins, à cataloguer ces livres, pour autant que dans la bibliographie ils se renvoient les uns aux autres, je peux fort bien recouvrir l'ensemble de toutes les bibliographies. C'est bien là que peut se situer le fantasme, qui est proprement le fantasme poétique par excellence, celui qui obsédait Mallarmé du livre absolu. Borges ne s'y est pas trompé. Dans sa nouvelle « La bibliothèque de Babel », nous pénétrons dans un univers inquiétant, une sorte de labyrinthe constituant une ruche monstrueuse, où des galeries hexagonales, munies de lampes de rayonnage et de livres,
identiques les unes aux autres, communiquent par un escalier en colimaçon. Les livres de la bibliothèque contiennent toutes les combinaisons possibles de 23 lettres et 2 signes de ponctuation, c'est-à-dire tout ce qu'il serait possible d'exprimer dans toutes les langues. Par conséquent, nous dit le narrateur, quelque part dans les rayonnages se trouve le récit de votre mort. La mort n'est-elle pas le point de capiton absolu? A contrario, si un livre peut rendre immortel sur le plan symbolique un auteur, n'est-ce pas parce qu'il offre 1000 vies au lecteur, par les satisfactions substitutives à ses désirs refoulés que lui offre la lecture? Chaque fois que nous ouvrons un livre, n'est-ce pas pour y trouver quelque chose sans savoir ce qu'on y cherche exactement, tel un fugueur en quête de son être dans le monde, et pour y trouver autre chose en nous laissant surprendre? La langue étant le lieu de l'autre et du même coup celui de l'inconscient, lire, c'est aussi pour chaque lecteur entrer dans un jeu de signifiants qui résonnent avec lui. Et lire vraiment, n'est-ce pas relire, pour se confronter chaque fois dans cette relecture à la différence d'avec la lecture précédente, s'engageant ainsi dans une sorte de recréation du texte. Ainsi, est-ce aussi une expérience de la perte et du manque que nous invite la lecture, similaire à celle du petit enfant que j'ai évoquée au tout début. Laure Adler, que nous aurons le plaisir d'entendre dans cette journée, écrit dans la préface du livre de Laure Murat « Relire », la relecture ne serait-elle pas un geste désespéré pour revenir à l'éblouissement premier, à cette fameuse première fois? Merci Cathy pour cette belle introduction à notre journée. Alors, quelques commentaires et un commentaire et quelques questions avant de passer la parole. Alors, lire et lire à voix haute, en donnant de la voix, c'est, dans la forêt des cygnes sur le papyrus, introduire le souffle, la césure entre les mots. Tu sais que le japonais continue à s'écrire ainsi, sans aucun espace entre les mots, ce qui complique encore la difficulté de s'y mettre, surtout à un âge avancé. Donc, lire, c'est mettre du vide dans le trop-plein pour qu'un sens se dégage, lire à voix haute. Et on voit là que lire, c'est vraiment interpréter. Ça, c'est la thèse analytique, bien sûr. Et nombre d'entre nous dans cette salle ont l'expérience des petits groupes de travail, des cartels, dans lesquels on lit souvent à voix haute, mot à mot, pour saisir quelque chose du texte qu'on ne savait pas, quelque chose qu'on n'attrape pas toujours dans la lecture silencieuse et solitaire. Mais justement, est-ce que c'est si fréquent de saisir ce qu'on ne sait pas? Si lire, c'est interpréter, dans la lecture banale, la lecture quotidienne, est-ce qu'on peut vraiment lire autre chose que ce que l'on sait déjà? Autre chose que ce que l'on a déjà pré-interprété, pré-lu. Tu écris qu'on lit pour trouver quelque chose sans savoir ce que l'on cherche et pour se laisser surprendre. Est-ce que c'est si assuré, ça? Est-ce la force d'un grand texte de percer notre écran personnel, notre prêt-à-porter, notre prêt à interpréter? Est-ce que c'est la force d'un grand texte de nous faire lire autre chose ou quelque chose qui ne soit pas justement la répétition du même conte, dont tu parles au début, la répétition du même conte pour l'enfant qu'on est resté et dont on cherche, comme tu l'écris aussi, à revenir sur la trace? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Lecture, interprétation, nouveauté. Alors en fait, oui, je serais assez d'accord avec toi pour dire qu'en fait, on relit toujours un peu la même chose, c'est-à-dire plutôt qu'on retrouve toujours, sans le savoir, un peu la même chose dans ce qu'on lit, parce qu'on lit à travers l'écran de son fantasme. Mais il y a aussi, et alors là, c'est peut-être plus là que réside la surprise, sans que ce soit vraiment palpable, c'est que ce sont des signifiants, des mots qui résonnent avec notre propre inconscient. Notre propre inconscient, ce n'est pas l'écran du fantasme, c'est aussi les mots chargés d'affect, les mots de l'inconscient réel. Et c'est aussi ça qu'on attrape sans le savoir dans la lecture. Pourquoi on est plus sensible à un style qu'à un autre?
aussi à cause de la scansion. Ça résonne aussi avec notre voix propre, parce que la voix, elle est aphone, mais elle est plus justement dans le déroulement, enfin dans le souffle du texte, dans le... Bon. Donc, Oui, il y a quand même voilà. une part qui échappe au pré... Hein? Il y a quand même une part qui échappe au pré-interprété. Voilà. Hein, qui nous appartient, mais qu'on ne sait pas. Donc, Ouais, d'une ouais. certaine façon, c'est aussi là que peut-être peut se loger la surprise. Bon, voilà, je prendrais ça comme ça. Sur un autre point, je voudrais qu'on évoque le moment lointain où soudainement on sait lire. Ça, c'est vraiment un moment qui échappe. Il y a un avant, un après, c'est un impalpable, un temps sur lequel on ne peut pas s'arrêter. Tout d'un coup, on sait lire. On déchiffre plus ou moins péniblement, et à un moment, on sait lire. Alors tu évoques très justement Laura Adler, qu'on entendra tout à l'heure, et qui parle de la relecture comme une tentative de retour à l'éblouissement d'un premier moment. Alors certes, il s'agit sans doute là de l'éblouissement d'une première lecture, mais est-ce que tu ne crois pas que c'est aussi la tentative du retour à ce moment à la fois fondateur et insaisissable, Mais oui, bien le sûr. moment où on sait lire? Oui, bien sûr. Et, autre question, est-ce que tu ne penses pas une interprétation analytique, parfois, ça peut produire quelque chose de similaire à ça, du retour à ce moment d'éblouissement premier? Une interprétation qui lit autre chose que ce qui était écrit, qui avait l'air d'être écrit, que ce qui paraissait écrit. Oui, bien sûr, parce que ça nous déloge de quelque chose. Et c'est aussi un peu ça qu'on trouve dans la lecture. Hein? Ça déloge. Voilà, Donc il y a délire et déloger. voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, et puis encore une fois, ça peut nous faire... ça fait résonner des signifiants qui pour nous résonnent sans savoir qu'ils résonnent pour nous aussi, l'interprétation. Là aussi. Il c'est y a ça aussi. C'est ça, ouais. Hein. Et peut-être dernier point avant de donner la parole à la salle. Puisque nous sommes dans le salon des éditions, nouvelles du champ lacanien, je voudrais rappeler que pour qu'on lise, il faut le travail de quelques-uns pour faire lire. Le travail de l'éditeur. Alors je me suis amusé à parodier le début d'un texte de Lacan. Qu'on fasse lire, reste oublié, derrière ce qui se lit, etc. Alors toi, Cathy, qui a fait plusieurs fois partie de nos comités éditoriaux, qui a édité plusieurs de nos livres, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette lecture si particulière qui consiste à éditer pour que d'autres lisent? Elle est tellement particulière que dans un premier temps, puisqu'on corrige plutôt, on regarde la grammaire, l'orthographe, la ponctuation, on ne lit pas bien le livre. Enfin, en tout cas, on ne le lit pas comme on lit un livre d'habitude. Hein. Il faut le relire après pour reprendre le contenu et les idées qu'il y développe. Hein. Et à ce sujet, j'ai repéré quelque chose par rapport à la ponctuation. C'est très personnel, la ponctuation. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure de la phonation. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont très sourcilleux sur le fait qu'on change une virgule ou qu'on... Bon, et ça, on ne peut pas dire pourquoi. Et moi, je le comprends très bien, parce que c'est un peu la même chose avec moi. Que si on corrige un de mes textes, quelquefois, on peut changer une virgule. Bon, donc c'est quelque chose... Bon, donc j'ai repéré ça tout de même dans le délicat travail de corriger les textes des autres. Voilà. Très bien.